Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour ce rendez-vous avec l'actualité. Tout de suite, les titres de cette édition. Ferveur populaire à l'aéroport Ahmed Sékou Touré, retour sur le sol guinéen du président de la République, Mamadi Doumbouya, accueilli par son épouse et plusieurs personnalités du pays. Forte mobilisation des citoyens venus saluer l'arrivée du chef de l'État. Un accueil marqué par l'enthousiasme et les couleurs nationales. Immatriculation des élèves du primaire lancée à l'échelle nationale. Une réforme pour mieux suivre le parcours scolaire des apprenants. À Dubrika, les délégués scolaires mobilisés autour de l'initiative. Un identifiant unique désormais pour chaque élève. Derby du championnat au stade Petit Sori de Nongo. Oroya FC face à l'AS Kaloum. Une rencontre disputée sans la présence des supporters. Un duel intense entre deux grands rivaux du football guinéen. Bienvenue dans cette édition atmosphère de ferveur à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry. Après plusieurs jours passés à l'extérieur du pays, le président de la République, Mamadi Doumbouya, a foulé le sol guinéen. À sa descente d'avion, le chef d'État a été accueilli par la première dame, Lauriane Doumbouya, ainsi que de plusieurs responsables civils et militaires venus lui réserver un accueil officiel. Fatoumata Kourma, adjudant-chef Aboubakar Kamano et Mandjou Sidibé, reportage. Au terme de son séjour de travail de quelques jours hors du pays, le chef de l'État, son Excellence Mamadi Doumbouya, a regagné Conakry ce vendredi 6 mars 2026. L'avion présidentiel transportant le chef de l'État atterrit sur le tarmac de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré aux environs de 12 heures, temps universel. Vêtu du textile guinéen fort et sacré, le président a été chaleureusement accueilli à sa descente d'avion par son épouse, la première dame de la République, Madame Lauriane Doumbouya. À la haie d'honneur se tenaient les officiels, les membres du cabinet présidentiel, les représentants des institutions républicaines, les membres du gouvernement, la haute hiérarchie militaire et paramilitaire, le corps diplomatique et consulaire, ainsi que les représentants des organisations internationales accréditées en Guinée. Conformément au dispositif protocolaire mis en place à cet effet, le chef de l'État s'est directement dirigé vers le perron où il a observé l'exécution de l'hymne national en son honneur, un acte républicain chargé de symboles. Par la suite, le président Mamadi Doumbouya a procédé aux salutations d'usage des hautes autorités civiles, militaires et paramilitaires, des membres du gouvernement, ainsi que d'autres représentants d'institutions présents à cette cérémonie d'accueil. Un moment de convivialité et de communion entre le chef de l'État et les autorités du pays.
Longuement attendu et salué par le vaillant peuple de Guinée, le retour du chef de l'État est célébré à Conakry par les paisibles populations de la capitale. Confiants, rassurés et fiers de leur président, les citoyens de Conakry sont massivement sortis pour exprimer leur joie et réitérer leur ferme détermination à accompagner le chef de l'État dans la mise en œuvre de sa politique de développement. Du pavillon présidentiel de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré jusqu'au palais Mohamed V, des milliers de Guinéens, toutes générations confondues, ont pris d'assaut les artères de l'autoroute Fidel Castro pour ovationner son Excellence Mamadi Doumbouya. Au rythme des chants, des pas de danse, des applaudissements et des slogans, cette foule compacte a magnifié les efforts du chef de l'État qui, dans sa vision de refondation, œuvre au repositionnement de la République de Guinée dans le concert des nations. En témoigne cette liesse populaire observée au cœur de Conakry, la capitale guinéenne. Dans l'actualité également, réuni en séance plénière le 5 mars 2026, le Conseil national de la transition a adopté le projet de loi de plan 2026-2040 et le projet de loi programme 2026-2030 relatif au programme Simandou 2040. Ces textes fixent un nouveau cadre pour la valorisation durable des ressources naturelles et la transformation de l'économie guinéenne. Omar Bari nous en dit plus. Le Conseil national de la transition CNT a examiné et adopté ce jeudi 5 mars 2026 à la majorité la loi plan 2026-2040 et la loi programme 2026-2030 relative au programme de développement socio-économique et durable et responsable Simandou 2040. Les textes soumis à l'appréciation des conseillers nationaux ont fait l'objet de débats approfondis, marqués par les interventions des différentes commissions sur des aspects du programme relevant de leur domaine de compétence. À cette occasion, les conseillers ont présenté les observations et recommandations issues des travaux menés en commission et en intercommission dans le but d'améliorer et de renforcer le plan national de développement ainsi que la loi qui en définit le cadre. La plénière présidée par le président du CNT, Dr Dansa Kourouma, a mobilisé autour de lui le Premier ministre chef de gouvernement, Amadou Ouriba, le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, ainsi que le ministre directeur de cabinet de la présidence et président du comité stratégique de Simandou Djibadjakiti, en présence des conseillers à la présidence et de plusieurs membres du gouvernement. Le président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, il a choisi de rompre avec les approches improvisées pour s'engager dans une stratégie cohérente et participative, plaçant les citoyens au cœur de la transformation. La loi plan 2026-2040 et la loi programme 2026-2030, ces deux instruments relatifs au programme Simandou 2040 incarnent un engagement collectif pour un avenir radieux et démontrent notre capacité à nous réinventer en tant que nation souveraine. Le comité stratégique du programme Simandou, institué par le président de la République, a transformé cette vision en feuille de route crédible. Sa rigueur et sa capacité à mobiliser l'intelligence collective ont permis de lancer chaque projet pour renforcer la cohérence nationale. La planification évite le pilotage à vue. Trop longtemps, notre développement fut dispersé avec des projets isolés et incohérents. Aujourd'hui, nous adoptons une approche intégrée, coordonnant les politiques publiques et assurant la continuité des actions. Pour la première fois, la Guinée introduit une planification à long terme avec une programmation pluriannuelle et alignée au budget programme. Simandou 2040 établit un lien direct entre ressources et programmes précis, évaluables et transparents, orientant les fonds publics vers nos priorités. En adoptant ces textes, nous posons les fondations d'un avenir. Que ce programme permette à la Guinée de se positionner comme un exemple de réussite en Afrique et dans le monde. Par l'adoption de ces deux instruments législatifs,
L'État inscrit désormais l'action publique en faveur de la valorisation durable des ressources naturelles et de la transformation de l'économie dans un cadre stratégique de référence. Ces deux lois remplacent le programme de référence intérimaire 2022-2025 dont elles reprennent leurs orientations tout en renforçant et en rehaussant les ambitions. Elle constitue ainsi une étape déterminante dans la mise en œuvre de la politique nationale de développement. Le programme repose sur une stratégie d'investissement ambitieuse organisée autour de 3 phases majeures. La première phase, dite d'accélération 2025-2030, prévoit plus de 65 milliards de dollars d'investissements prioritaires consacrés notamment aux infrastructures, à l'énergie, à l'agriculture, à l'éducation et au tourisme. Elle sera suivie d'une phase de diversification et de développement des industries de transformation locale entre 2030 et 2035, visant à renforcer la valeur ajoutée de l'économie nationale. Enfin, la dernière phase, prévue à l'horizon 2040, sera consacrée à la consolidation des acquis et au rayonnement international de l'économie guinéenne. La loi plan 2026-2040 et la loi programme 2026-2030, toutes deux relatives au programme de développement socio-économique durable et responsable Simandou 2040, institue pour la première fois dans l'histoire contemporaine de notre pays un cadre juridique, économique et stratégique unifié, destiné à organiser sur 15 années la transformation structurelle de la Guinée. Aucune richesse naturelle, aussi exceptionnelle soit-elle, ne transforme un pays sans vision, sans institutions solides et sans planification durable. Le moment est donc venu de franchir ce seuil historique. Le programme Simandou 2040 ne constitue pas un plan sectoriel supplémentaire. Il représente un changement de modèle économique. Le passage d'une économie d'exportation brute à une économie de transformation. Le passage d'une croissance fragmentée à une croissance structurée. Le passage d'une action publique dispersée à une transformation nationale planifiée. Et enfin, le passage d'un horizon court à une vision intergénérationnelle. Ce programme se repose sur une structuration financière rigoureuse. Financement concessionné à travers les partenaires bilatéraux et multilatéraux, mais aussi le fonds souverain, les ressources publiques et les mobilisations au très près du secteur privé. Mais au-delà des chiffres, Simandou 2040 porte une ambition plus profonde. Lorsque nous savons que près de 4 Guinéens sur 5 ont moins de 35 ans, selon les résultats du RGPH 4 il y a quelques jours. Adapter ces deux projets de loi, c'est donner à la Guinée une boussole stratégique jusqu'en 2040. Sécuriser l'avenir économique du pays, offrir à notre jeunesse une perspective structurée, mais surtout écrire durablement la prospérité dans l'ordre juridique national. Les textes adoptés instituent officiellement le programme de développement socio-économique durable et responsable Simandou 2040 comme cadre national de référence de la politique de développement de la République de Guinée pour la période 2026-2040. Ce programme constitue un instrument majeur de transformation structurelle de l'économie nationale. Il vise notamment la valorisation durable des ressources naturelles, l'industrialisation progressive du pays, l'amélioration du capital humain, le renforcement de la cohésion sociale, etc. L'adoption de ces deux textes sous forme de loi de plan lui confère une portée normative compatible avec les lois de finances annuelles, garantissant ainsi la cohérence budgétaire, la sécurité juridique et la crédibilité économique de l'État. Le programme Simandou 2040 se distingue des plans antérieurs par son approche intégrée et transversale. Il couvre l'ensemble des politiques économiques et sociales sur 15 ans, avec une ampleur financière, institutionnelle et intergénérationnelle inédite. La loi plan 2026-2040 comporte 4 titres. Les dispositions générales, la gouvernance et le pilotage, la transformation et le contrôle, la programmation financière annuelle des investissements. L'adoption de cette loi permet de garantir
la cohésion de l'action publique et une mobilisation structurée des financements, une visibilité internationale accrue et la sécurisation juridique des investissements. Cette plénière intervient dans un contexte où la Guinée connaît une dynamique de transformation profonde. Dans cette perspective, le programme Simandou 2040 constitue plus qu'un programme économique. Il s'agit d'une vision nationale, d'une feuille de route ambitieuse sur 15 ans visant à transformer les ressources exceptionnelles de la Guinée en un moteur de diversification économique, de construction et modernisation des infrastructures essentielles au développement de notre pays, de création d'emplois et d'amélioration durable des conditions de vie de nos populations. L'exercice de repassage du PIB réalisé selon les standards internationaux avec l'appui du FMI et de la Banque mondiale a permis de mieux refléter la réalité de notre économie et son potentiel. Sur cette devrait atteindre 10%, porté notamment par l'essor des projets structurants, l'accélération des investissements et la montée en puissance du projet Simandou. Dans le même temps, les efforts engagés pour renforcer la discipline budgétaire, améliorer la mobilisation des ressources domestiques et consolider la stabilité macroéconomique commencent à produire des résultats tangibles. Donc ces textes soumis aujourd'hui ne constituent pas des instruments juridiques, ce sont les fondations économiques, la transformation de notre pays pour des décennies à venir. On a bénéficié d'une extraordinaire opportunité. D'abord, une vision, un leadership à travers la personne du président de la République, M. Mamadi Doumbouya. On a donné une opportunité à la Guinée tout entière de penser à sa construction, de construire le futur à travers un programme dénommé Simandou 2040. L'objectif de ce programme Simandou 2040, c'est d'éviter de commettre les erreurs de ce que tout à l'heure Madame la ministre de l'économie, des finances et du budget a bien décrit le syndrome hollandais, c'est-à-dire la fatalité des pays disposant de ressources minières qui privilégient l'économie de rente au détriment d'une économie fortement diversifiée. C'est en cela les 5 piliers du programme Simandou 2040 nous permettent de manière équilibrée d'avancer dans tous les secteurs sans déséquilibrer notre marche et en allant de manière concertée vers un objectif commun, c'est-à-dire le bien-être, un environnement stable, une société réconciliée, une société de paix, une société disposant d'un capital humain particulièrement dense afin de pouvoir durablement construire son développement, réduire la pauvreté et sortir définitivement de ces instabilités chroniques que nous avons connues par le passé. Et en cela également, rendons un vibrant hommage au président Mamadi Doumbouya. Le programme Simandou 2040 s'articule autour de 5 piliers majeurs appuyés par une composante transversale de gouvernance et de souveraineté. Agriculture, industrie alimentaire et commerce, éducation et culture, infrastructure, transport et technologie, économie, finances et assurance, santé et bien-être. Au total, le programme mobilise 122 mégaprojets et 36 réformes structurantes réparties en 3 phases de 5 ans chacune sur 15 ans. Il vise une croissance annuelle moyenne supérieure à 10% pour un volume d'investissement estimé à plus de 200 milliards de dollars sur la période 2026-2040. La structuration financière du programme repose sur une répartition diversifiée des financements, 32% issus des ressources publiques de l'État, 38% mobilisés auprès du secteur privé national et international, 18% provenant du fonds souverain dans une logique intergénérationnelle, 12% issus du financement extérieur concessionnel. Cette architecture vise à limiter l'exposition budgétaire directe de l'État, renforcer l'effet de levier du capital privé, préserver la soutenabilité de la dette publique et consolider la crédibilité macroéconomique du pays.
Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné cette occasion, mais aussi un hommage mérité à son Excellence le Président Mamadi Doumbouya qui nous a donné cette occasion. On était venu aujourd'hui passer la loi plan 2026-2040 et la loi programme 2026-2030, le programme Simandou, avec ses 5 piliers, ses 122 méga-projets, ses 36 réformes, plus de 200 milliards d'investissements que nous avons chercher avec la notation souveraine, mais surtout la création d'un fonds souverain, mais aussi la fondation qui est le capital humain. Désormais, le programme Simandou n'est plus un document, c'est la boussole nationale. On compte aussi sur les performances économiques de notre pays, avec la notation B+, qui a été faite avec perspectives stables, et aussi des attentes, des prévisions importantes en termes de PIB, de près de 10% pour 2026. Nous comptons capitaliser sur ces avancées afin de sécuriser des financements auprès de nos partenaires techniques et financiers, renforcer la mobilisation de nos ressources internes avec des efforts conséquents en termes de digitalisation, en termes d'amélioration, donc l'accroissement des recettes fiscales et douanières, mais aussi en termes de renforcement des recettes non fiscales dans plusieurs secteurs, inclus celui minier, celui des télécoms, mais aussi en renforçant la gouvernance des entreprises publiques afin qu'elles puissent payer à l'État plus de dividendes et faire plus de revenus. Au-delà de cela aussi, le secteur privé va jouer un rôle clé à travers les partenariats publics-privés. C'est une véritable fierté car c'est la matérialisation de la vision du chef de l'État, qui depuis la prise de responsabilité n'a cessé de prôner la rectification institutionnelle, le repositionnement de l'État et le sens de la responsabilité de l'État. En passant devant le CNT, c'est prouver que nous voulons bâtir des institutions fortes, que l'exécutif seul ne peut pas faire la programmation sur 15 ans de ce que sera l'année. Donc on passe par le CNT afin que les conseillers nationaux participent à la co-construction de ce programme de développement socio-économique durable et responsable qui est le Simandou 2040. C'est aussi la programmation pluriannuelle, mais dans un cadre légal. C'est pas juste financier, c'est aussi la loi qui vient faire la programmation pluriannuelle. D'habitude, c'est le budget, la loi de finances initiale qui programme. Là, on va au-delà de la programmation annuelle. On va dans une programmation de 15 ans, divisée en 3 phases, 5 ans, avec des lois dynamiques, avec des mécanismes de contrôle, avec des mécanismes de redevabilité. Par son ampleur et ses implications financières et institutionnelles, le programme Simandou 2040 dépasse le cadre d'un simple plan administratif. Il constitue un engagement national structurant destiné à repositionner durablement la Guinée comme pôle de croissance régionale. Il s'inscrit pleinement dans les engagements internationaux de la République de Guinée, notamment les objectifs de développement durable des Nations Unies, l'agenda 2063 de l'Union africaine, la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, les engagements internationaux relatifs au climat et à la transition énergétique. Cet ancrage multilatéral renforce la prévisibilité du cadre d'investissement, consolide la confiance des partenaires techniques et financiers et positionne le programme comme un levier majeur d'intégration régionale et d'attractivité internationale. En cohérence avec les précédents cadres stratégiques, notamment le Plan national de développement économique et social 2016-2022 PNDS et le programme de référence intérimaire 2022-2025, cette loi marque le passage d'une logique de projet public dispersé à une véritable logique de transformation nationale planifiée. Elle organise un pilotage stratégique au plus haut niveau de l'État, encadre le suivi institutionnel et prévoit un contrôle juridictionnel et financier rigoureux. Par son adoption, la loi de plan 2026-2040 consacre le programme Simandou 2040 comme instrument de souveraineté économique et de planification intergénérationnelle, engageant durablement la nation sur une trajectoire de prospérité inclusive, durable et partagée. Dans l'actualité également, à l'instar de la communauté internationale, la Guinée célèbre dimanche la Journée internationale des droits des femmes. Le thème retenu cette année est l'accès juridique et judiciaire pour toutes les femmes et filles du monde, une thématique en phase avec les défis auxquels sont confrontées les femmes dans plusieurs sociétés. À cette occasion, nous vous proposons de suivre un extrait de la déclaration de la ministre de la Femme, de la Famille et de la Solidarité. La République de Guinée, à l'instar des autres États membres de l'Organisation des Nations Unies,
commémorera la Journée internationale des droits des femmes, célébrée chaque année le 8 mars. En Guinée, la célébration officielle de l'édition 2026 de cette journée est exceptionnellement reportée au 15 avril 2026. Toutefois, les activités prévues dans le cadre du mois de la femme se dérouleront conformément au programme établi. Le thème retenu cette année, l'accès à la justice pour toutes les femmes et les filles, met en lumière une exigence fondamentale. Garantir à chaque femme et à chaque fille une justice équitable, accessible et protectrice. Dans cette dynamique, le gouvernement a engagé des réformes structurantes. La révision du code pénal et du code civil, l'adoption des lois relatives à la parité et à la santé sexuelle et reproductive, ainsi que la création de structures spécialisées telles que l'Office de protection du genre, de l'enfant et des mœurs, le Service central de protection des personnes vulnérables et le guichet unique de prise en charge des violences basées sur le genre. À travers ces actions, le gouvernement réaffirme sa responsabilité et sa détermination à faire de l'accès à la justice et de l'autonomisation économique des priorités stratégiques au service d'un développement inclusif et durable. J'invite toutes les femmes et les filles de Guinée à s'approprier pleinement leurs droits et à participer activement aux activités prévues. Je salue l'engagement constant des départements ministériels, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des organisations de la société civile pour leur contribution à la promotion des droits des femmes et des filles. Enfin, j'exprime ma profonde gratitude à son Excellence M. Mamadi Doumbouya, Président de la République, chef de l'État, ainsi qu'à Monsieur le Premier ministre Amadou Ouriba pour leur soutien constant aux objectifs d'égalité, d'équité et de justice sociale en faveur des femmes et des filles de Guinée. Vive la coopération internationale, vive la République de Guinée. Bonne célébration aux braves femmes de Guinée, d'Afrique et du monde. À quelques semaines des élections communales et législatives prévues le 24 mai prochain, les institutions en charge du processus électoral multiplient les initiatives pour assurer une préparation efficace du scrutin. Dans cette dynamique, la Direction générale des élections, en collaboration avec l'Observatoire national autonome de supervision du référendum constitutionnel et des élections, a procédé à l'installation de la commission financière. Cette structure est chargée de formuler des propositions relatives aux cautions des candidats et de définir le plafond des dépenses autorisées pour la campagne électorale. Amadou Touré, Abdelrazak Souma, reportage. C'est en application de l'article 275 du Code électoral que cette commission est mise en place. Elle est composée des représentants de la Direction générale des élections DGE, le représentant du ministère de l'économie, des finances et du budget, celui du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation et de l'Observatoire national autonome de supervision du référendum constitutionnel et des élections au NASUR qui en assure la présidence. Elle a 5 jours à compter de cette date d'installation pour faire des propositions de caution de candidature aux élections à venir. Nous aurons 3 cautions parce que nous avons 3 scrutins de liste. Et n'oubliez pas que ces élections sont couplées, c'est les législatives et les communales qui vont s'organiser ensemble. Donc pour les législatives, il y a 2 scrutins. Le scrutin de liste à la représentation proportionnelle pour élire 49 députés sur les listes nationales. Et nous aurons les scrutins de liste, les scrutins majoritaires unis et plurinominales. Ensuite, nous aurons la caution pour les élections communales. Donc les conseillers aussi varient de 11 à 45 conseillers par commune en fonction du nombre de la population. Cette commission de 5 membres présidée par M. Mamadou Sanoussi Ba, membre de l'ONASUR, va aussi faire des propositions pour le plafonnement des dépenses de campagne. Un sentiment de joie, mais aussi de reconnaissance envers toutes ces personnes qui m'ont renouvelé leur confiance en présidant pour une deuxième fois la commission financière.
sauf que cette fois-ci, la charge elle est plus lourde, vu que nous couplons les deux élections. Mais nous ferons tout pour mériter cette confiance. En ce qui concerne la caution, nous avons plusieurs niveaux, parce que nous avons des élus locaux, nous avons les députés, et en ce qui concerne le plafonnement, nous allons travailler d'une façon globale qui va nous permettre de faciliter le travail et de nous donner un résultat qui sera vraiment accepté. Ces membres installés ont 5 jours pour faire une proposition de montant qui sera ensuite soumise à l'approbation du président de la République, qui est le seul à valider avant sa promulgation. Passons au domaine académique. À l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, la doctorante Mawa Bangoura a brillamment soutenu sa thèse de doctorat portant sur la migration de la télévision analogique vers la télévision numérique en République de Guinée. Pour cette étape de son parcours scientifique, parents, amis et collaborateurs se sont mobilisés afin de lui témoigner leur soutien. Fatoumata Batoulou Diallo, reportage. C'est un moment rare dans le parcours académique d'une jeune femme de son âge. Dans son travail de recherche, la doctorante s'est intéressée aux conditions optimales permettant à la Guinée de réussir la transition vers la télévision numérique. Une mutation technologique qui représente aujourd'hui un enjeu majeur pour le développement du secteur audiovisuel. Comme la Guinée a 4 réseaux naturels, on a jugé nécessaire chaque réseau naturel d'utiliser 2 sites. Donc, avec les 2 sites, par exemple, on a pris la Basse-Guinée, site pilote qui est le mont Kakoulima. On a fait l'essai, première expérience, avec émetteur de 500 watts et 8 antennes. Avec cet essai, donc, c'est vrai que la partie de la Basse-Guinée est quand même optimale. On a jugé nécessaire aussi d'utiliser les 4 coins de la Guinée. Chaque coin, 2 sites, donc 2 fois 4, 8. Avec 8 sites implantés, la Guinée sera totalement couverte par le réseau. À travers cette étude, Mawa Bangoura a la trentaine révolue, met en lumière plusieurs défis liés notamment aux infrastructures techniques, au cadre réglementaire et à l'accessibilité des équipements pour les populations. Elle pose également des pistes de solutions afin d'accompagner efficacement ce processus de modernisation. La candidate a démontré, ou la désormais docteur Mawa Bangoura, elle a démontré les conditions optimales de cette migration en insistant sur les avantages. De par l'exposé, j'ai compris que 8 sites sont retenus sur des points culminants par endroit dans le pays pour la diffusion et la réception des signaux. Normalement, dans nos universités, on ne doit pas y enseigner si on n'a pas le diplôme de doctorat. Et après, il y a la promotion en grade académique qui doit suivre. Donc, autre chose aussi, que le pays même peut bénéficier des résultats de ces thèses. Après 4 années de recherche et d'analyse, la candidate a brillamment défendu ses travaux devant le jury, franchissant ainsi une étape importante dans sa carrière académique. Cette présentation marque ainsi l'aboutissement d'un parcours doctoral pour Mawa Bangoura. Moderniser la gouvernance du système éducatif guinéen, c'est l'objectif du processus d'immatriculation systématique des élèves du primaire lancé par le ministère de l'enseignement préuniversitaire de l'alphabétisation. L'initiative se poursuit à l'intérieur du pays. Dans la préfecture de Dubrika, une séance de restitution a réuni près d'une centaine de délégués scolaires. Cette opération vise à attribuer à chaque élève un identifiant unique permettant d'assurer un meilleur suivi de son parcours scolaire. Abdul Aziz Baldé. Garantir une meilleure planification éducative pour une maîtrise parfaite du flux des élèves, tel est le cheval de bataille du ministère de l'Éducation nationale. Dans la préfecture de Dubrika, le processus d'immatriculation systématique des élèves regroupe plus de 400 directeurs d'école pour une restitution qui vise à garantir une gestion transparente des effectifs et un suivi rigoureux des parcours scolaires. La croissance des effectifs scolaires, les mouvements d'élèves entre établissements, ainsi que les défis liés à la fiabilité des statistiques éducatives rendent indispensable la mise en place d'un système d'identification
nous envoie les statistiques. Si les élèves sont inscrits et ils sont immatriculés, là, les données sont à la disposition de tout le monde. Et quand les données sont exactes, je pense bien que c'est une mesure très bien, qui a salué. Le programme d'immatriculation des élèves primaires s'inscrit dans la dynamique des réformes engagées par le gouvernement de la République de Guinée en vue de renforcer la gouvernance éducative afin de disposer des données fiables. Cette innovation vise un objectif clair, renforcer la traçabilité du parcours scolaire des apprenants et garantir davantage de transparence, de crédibilité et d'intégrité dans l'organisation des évaluations nationales. C'est l'une des plus grandes réformes que le MENA FTP a entreprise récemment. Ça va nous permettre d'éviter le tâtonnement dans la planification de la gestion des effectifs. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle entend doter chaque enfant d'un identifiant unique qui permettra d'archiver les données de l'élève jusqu'à l'université. Cette opération va s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Et puis, gouvernance locale à Sigiri, les autorités administratives locales se sont retrouvées autour d'une réunion de travail présidée par le préfet. Cette rencontre est axée sur la gestion des affaires publiques. Au centre des échanges, le rappel des principes de transparence et de bonne gouvernance. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines informations. L'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique intensifie ses actions pour promouvoir une meilleure gestion des déchets solides. La sous-préfecture de l'INSA a accueilli une campagne de sensibilisation destinée à mobiliser les citoyens dans la lutte contre l'insalubrité. L'initiative a également associé plusieurs acteurs locaux, dont les forces de défense et de sécurité. Aboubakar Djabi, Seko Sissoko. Parallèlement à l'organisation des états généraux régionaux de l'assainissement à Mamou, l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique, ANASP, sollicite une intervention coordonnée des collectivités locales à forte potentialité démographique. Dans la région de Kindia, c'est la sous-préfecture de l'INSAN qui reçoit cette délégation venue pour vulgariser la culture de la salubrité publique à travers une série d'activités citoyennes. On est à l'INSAN, une commune rurale qui a la taille d'une commune urbaine. Cette collectivité est aujourd'hui confrontée à tout ce qui est gestion des déchets. C'est pourquoi l'ANASP s'est déployé ici pour mener une vaste campagne de sensibilisation dans les écoles dans un premier temps et mener une action civilo-militaire d'assainissement et de sensibilisation de l'ensemble des commerces qui sont le long des boulevards, le long des artères routières. Ici, à l'INSA, les débats sont ouverts pour toucher les mécanismes fiables susceptibles de préserver la santé de la population. Avec ces autorités locales de la zone, l'accent est mis sur le dialogue pour pérenniser les jalons posés en matière d'utilisation des poubelles dans les lieux publics en faveur d'une bonne pratique d'hygiène et de salubrité. Pour un premier temps, c'est une bonne action pour l'INSA, en général pour la Guinée. C'est une action qui doit être continuelle parce que la salubrité, la saleté, c'est pas bon. Car la ville est propre, ça va nous éviter beaucoup de choses. Les maladies, la dysenterie, la fièvre typhoïde qui attrape souvent les enfants. Si la ville est propre, franchement, c'est une bonne chose. À travers ces actions harmonisées, la lutte contre l'insalubrité s'intensifie à tous les niveaux pour promouvoir une gestion raisonnée des déchets solides. La sous-préfecture de l'INSAN est ainsi considérée comme une zone de transit des usagers et de commerce ciblée pour mettre davantage en vigueur la politique nationale du gouvernement en matière de l'assainissement et de salubrité publique. Puisqu'on en parle, à Farana, la lutte contre l'insalubrité s'impose comme l'une des priorités de la commune urbaine pour l'exercice budgétaire 2026. Pour renforcer les moyens d'action des services d'assainissement, la mairie vient d'acquérir sur fonds propres un camion ban destiné au ramassage des déchets. La remise officielle des clés de cet engin a été suivie du lancement d'une opération d'assainissement dans la ville. RTG Farana, Ibrahim Fofana, c'est la Tikorouma. Suite à la session budgétaire exercice 2026 de la mairie de Farana, les conseillers communaux s'activent dans la pérennisation de la salubrité. L'achat par fonds propres de ce camion Ben et l'exécution du programme annuel d'investissement PAI. Ici, à la mairie de Farana, les citoyens fortement mobilisés
à l'occasion de la remise des clés de l'engin par le préfet. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est un événement important. Parce que l'événement vise à rendre la ville de Farana propre. Applaudissez pour les femmes de Farana. Une ville n'est beau que ce que vaut sa propriété. Vous avez vu le président de la République assainir la ville de Conakry. Pourquoi pas nous ici? Plusieurs actions ont été énumérées par les délégués et représentants des citoyennes et citoyens de notre commune au compte du programme annuel d'investissement 2026 PAI. Parmi ces actions figure en bonne place l'achat d'un camion de salubrité, une priorité qui s'inscrit dans le cadre de l'assainissement afin de faire de Farana une ville propre. Après cette remise officielle ici à la mairie de Farana, autorités administratives, les services de défense et de sécurité mettent le cap sur le grand marché de Farana pour mettre un dispositif de salubrité. Que ça soit l'affaire de camion, vraiment on est dépassé. Farana est à l'aise aujourd'hui. Tout le temps, on ne fait qu'emprunter. Mais aujourd'hui, comme c'est dans notre propre poche, voilà, ça c'est alhamdoulilah. Nous remercions le président de la délégation spéciale. Que Dieu lui donne longue vie. Cette démarche de la mairie réconforte les ménages et surtout les femmes du marché. La mairie a aussi sollicité l'aide de l'État pour l'obtention de nouveaux camions d'assainissement. Sport à présent, le stade Petit Souris de Nongon a accueilli cet après-midi l'un des matchs les plus attendus du championnat national de Ligue 1. Le derby retour entre le Oroya AC et l'AS Kaloum s'est disputé à huis clos. Au terme d'une rencontre très disputée, le Oroya s'est imposé sur la plus petite des marges, 1-0, une victoire qui lui permet de conserver la tête du classement. Moussa Komara nous fait le point. Au compte de cette 19e journée du championnat national Ligue 1 Guico Press, c'est la plus belle affiche. Le duel entre l'AS Kaloum, habillé dans son maillot traditionnel vert et jaune, et le Oroya Atlético Club. Pas de chants, ni tambour, ni vuvuzela. Le match se joue à huis clos. Cela à cause de l'incident survenu lors de la 17e journée qui a opposé le Afia FC à l'AS Kaloum. Au coup d'envoi de ces classiques au mieux, les deux équipes entrent dans le match. L'AS Kaloum tente d'imposer son rythme, sa vitesse. Pendant ce temps, le Oroya mise sur des contres rapides. Dès la 40e minute de ce choc, le Oroya Atlético prend l'avantage sur l'AS Kaloum grâce à son numéro 28, Ismaël Kamara. Au retour des vestiaires, le score ne change pas. On avait à la gorge parce qu'on avait perdu un match aller, donc il fallait impérativement gagner ce match retour. Donc c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Battu au match aller par l'AS Kaloum à Irokogia, le Oroya prend sa revanche et reste le leader du championnat national. Énormément de bien quand même, parce qu'il fallait impérativement qu'on gagne ce match-là. Et on parvient à le faire, parce que comme on a dit aux joueurs réellement que le championnat ça a 8 journées, et sur les 8 matchs, il faut qu'on soit capable d'enchaîner les victoires quand même. Depuis 2014, le Oroya et l'AS Kaloum ont disputé 25 matchs, 11 victoires pour Oroya, 8 matchs nuls et 6 victoires pour l'AS Kaloum. Pour le sélectionneur, son équipe a manqué cet après-midi d'efficacité. Je pense qu'on a joué à gagner, ils ont fait preuve d'expérience. On a eu toutes les occasions, toutes les bonnes situations du match, mais on n'a pas été clinique devant les buts. On aurait été clinique devant une seule occasion où il y aurait de gardien d'hésitation. Ils ont marqué, puis ils ont été solides défensivement. Donc ils ont fait preuve d'expérience et je pense qu'ils méritent les places, ils méritent les victoires. Le Oroya continue sa belle lancée. Avec 42 points, il garde la tête du classement, suivi de l'AS Kaloum qui a 37 points. Un match sans supporters n'est pas fortuit. Le football guinéen fait face à une montée d'incidents dans les stades. Depuis plusieurs journées, le championnat national de Ligue 1 est marqué par des actes de vandalisme, des propos injurieux et des dégradations d'installations sportives, des comportements antisportifs adoptés par certains supporters qui ternissent l'image du football national. Abdoulaye Diallo, notre spécialiste maison, fait le point sur la situation. Le football est avant tout un sport qui procure du plaisir, un sport caractérisé par le fair play.
Par contre, ces dernières saisons, des violences, vandalismes et propos injurieux sont récurrents dans les stades de Ligue 1 guinéenne. Ces actes malheureux font suite à certaines décisions arbitrales dans des matchs à tension, mais aussi le comportement sulfureux de supporters incontrôlés. Pendant la phase aller, en marge de la 5e journée, les joueurs de Wakria AC ont été violentés au stade Mbaloumadi Diakité de Kankan. Des incidents survenus à Koléa, interruption de jeu au stade de la Mission. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le cas de vandalisme de certains supporters de Kaloum au stade Petit Sori lors de la réception de l'ASK par le Hafia FC, soldée par la victoire des Verts et Blancs 2-0 au compte de la 17e journée. Des dizaines de sièges cassés sous prétexte d'un but refusé aux Kaloumistes pour faute de main. Lors de la 18e journée, des cas malheureux sont signalés au stade de l'Amitié de Kamsar. Lors du match Wakria AC Milo FC de Kankan, il a fallu le professionnalisme de l'officier de sécurité de la Fédération guinéenne de football et de la Ligue guinéenne de football professionnel. Au même moment, à Koléa, on vit la même scène où l'entraîneur de Hafia FC s'en prend frontalement à l'arbitre pour, selon lui, un pénalty non sifflé. Fodé Mansari, ancien international guinéen et président de Guinée Foot Elite, a adopté un comportement antisportif envers les officiels du match. Des agissements qui ternissent considérablement l'image du football local. Les joueurs n'ont pas de problème. C'est des supporters. Et ceux qui se disent des fans des joueurs, surtout. Parce que les supporters viennent applaudir, soutenir, crier pour encourager les poulains. Les autres fans, ce sont eux qui se déterminent, qui se voient en un seul joueur et qui veulent coûte que coûte que ce joueur sache que c'est lui qui est venu se soutenir. C'est ce qui fait encore aujourd'hui chose qui est regrettable que ces enfants-là puissent casser, puissent violenter. En dépit de certaines décisions arbitrales jugées maladroites, cela ne signifie nullement pas de se rendre justice, car il existe des procédures administratives à faire valoir. Partout où il y a un événement, il y a toujours des brebis galeuses. Mais nous allons veiller au grain désormais. Nous allons non seulement appliquer la loi, mais nous allons poursuivre les gens juridiquement jusqu'au dans les tribunaux. En football, on ne se rend pas justice. Vous savez, c'est la seule activité où il y a parfois des blessures et qu'on ne puisse pas poursuivre l'intéressé. Mais on peut le sanctionner. C'est parce qu'il ne l'a pas fait exprès. Et mieux, les habits sont des êtres humains. À l'allure de la fréquence des violences dans nos stades, il est grand temps pour toutes les parties prenantes, notamment les clubs, de former des stadiers et sensibiliser leurs supporters pour l'accalmie et l'esprit sportif dans les stades, gage d'un championnat où les concurrents compétissent à égalité de chances. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. La Guinée est notre paradis, terre de richesse et d'innovation, célèbre demain la journée internationale des droits des femmes. Nous adressons nos vœux les plus chaleureux à toutes les femmes de Guinée et d'ailleurs, bonne fête du 8 mars à nous les femmes. Excellent suite de programme sur votre chaîne qui a pour mission de vous servir. À très vite.